France Musique. Musicopolis. Fin du XIIe siècle, Provence. Le feu brûle dans l'immense cheminée. Les tapis sont étendus devant les fauteuils et les tabourets garnis de coussins. On a démonté la table du repas et les convives sont assis le plus près possible du feu. La maîtresse de maison quitte la fenêtre où elle s'est tenue un moment, scrutant les étoiles d'un œil mélancolique. Elle s'assied, elle fixe la tenture sur le mur comme pour y trouver l'inspiration. Elle commence à chanter. Je dois chanter des choses que je préférerais taire, tant ma rancœur est grande envers celui que j'aime plus que tout. Pour lui, ne valent ni grâce, ni belle manière, ni ma beauté, ni ma vertu, ni mon entendement, car il m'a trompée et trahi, comme si j'étais devenue méprisable. C'est la comtesse de Die qui chante ces mots. Elle est Traubeirite, c'est-à-dire qu'elle trouve des poèmes et qu'elle les chante sur une mélodie qu'elle a composée elle-même. Une troubadour femme, en quelque sorte. La comtesse de Die a vécu probablement à la fin du XIIe siècle. C'est en tout cas ce que nous pouvons déduire de sa Vida, une courte biographie en langue romane, inscrite dans un chansonnier provençal du siècle suivant. Voici la traduction de ce texte dans son intégralité. La comtesse de Die épousa Guillaume de Poitiers. Elle était belle et bonne, devint amoureuse du seigneur Rimbaud d'Orange et fit à son sujet mainte bonne poésie. Et voilà tout. Ces quelques renseignements sur la comtesse de Die nous posent plus de questions qu'ils ne nous apportent de réponses. La seule certitude est que la comtesse a fait mainte bonne poésie. Encore que le terme mainte doit être pris avec précaution, puisqu'il nous reste en tout et pour tout 5 poésies. Mais bien sûr, on peut raisonnablement imaginer qu'il fallait qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'il en reste 5 aujourd'hui, qui aient réussi à échapper au ravage du temps. Quant à la musique, celle d'une seule poésie a été conservée, dans le manuscrit dit du roi, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, et bien sûr en lien sur le site de Musicopolis. La version que nous écoutons ici de l'unique chanson de la comtesse de Die dont nous ayons la musique, A Cantar Mer,
est donnée exactement comme elle se présente dans le manuscrit, c'est-à-dire de manière monodique. Une portée avec les notes et dessous le texte. Aucune autre indication pour l'interprétation. À l'époque, évidemment, tout le monde sait ce qu'il faut en faire. Du moins, tout le monde susceptible d'être en possession d'un chansonnier. Autrement dit, quelques personnes sur tout un pays. Le manuscrit dans lequel on trouve la chanson de la comtesse de Die aurait été réalisé pour Charles d'Anjou, le petit frère de Saint-Louis, élevé à la cour de France au milieu des tournois, de la poésie courtoise, des chansons et des danses. On a du mal à imaginer que des musiciens disposant d'instruments variés se soient privés de leur utilisation pour accompagner le chant. Bien sûr, les chanteurs pouvaient interpréter leurs chansons tout seuls, a cappella, mais s'ils disposaient d'instruments, ils pouvaient évidemment s'accompagner ou se faire accompagner. Parmi les interprètes d'aujourd'hui, certains retiennent cette deuxième solution. Et notre chanson de la comtesse de Die peut prendre toutes sortes de costumes et d'ambiances. Nous imaginions tout à l'heure la comtesse dans la grande salle de son château, chantant seule d'un air mélancolique, mais à présent, la voici avec une harpe, dont elle joue elle-même, comme le fait Brigitte Laine. Elle commence par un court prélude instrumental, avant d'entamer la première strophe. Pour laisser à la voix le temps de se reposer, la comtesse a invité 2 de ses dames à la rejoindre. L'une joue de la flûte, l'autre frappe une percussion. Elles reprennent la mélodie en l'ornementant. Voyons une autre image à présent. La comtesse de Die a laissé sa harpe, elle est maintenant accompagnée par une lyra, un instrument à cordes frottées et une percussion. Elle peut très bien jouer elle-même d'un des 2 instruments et elle a confié à l'une de ses dames le soin de jouer le deuxième.
Nous étions jusqu'ici plutôt dans l'intimité d'une veillée au château. Mais si d'aventure arrivent des hôtes de passage, on peut faire appel à des jongleurs ou des musiciens qui se joignent à la comtesse pour donner davantage d'ampleur à son chant. Maintenant que nous pouvons imaginer un peu la comtesse de Die en train de chanter, de jouer, entourée de ses dames, de quelques amis et hôtes de passage, de son mari peut-être, revenons à ce que nous dit sa vida, sa biographie. Je vous la rappelle. La comtesse de Die épousa Guillaume de Poitiers. Elle était belle et bonne, devint amoureuse du seigneur Rimbaud d'Orange et fit à son sujet maintes bonnes poésies. Alors, d'accord pour les poésies, d'accord pour la description, elle était belle et bonne, tant mieux. Restent deux affirmations. Épouse de Guillaume de Poitiers, amoureuse du seigneur Rimbaud d'Orange. Voyons la première. Les historiens trouvent en effet un Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, qui règne de 1158 à 1189. Lorsque les historiens approfondissent la biographie de Guillaume de Poitiers, ils lui trouvent une épouse nommée Béatrix de Viennois, fille de Guigues VI, comte d'Albon et de Grenoble, mort en 1142. Notre comtesse se prénommerait donc Béatrix et serait née vers 1140. Néanmoins, certains remarquent que si ni son père ni son mari ne sont comtes de Die, elle n'a pas de raison d'en être la comtesse. Problème. D'aucuns prétendent donc qu'elle serait plutôt la fille d'Isoard II, comte de Diois. Et pendant ce temps, d'autres encore envisagent carrément qu'il y ait eu deux comtesses de Die, la deuxième étant peut-être la fille de la première. Bref, comme vous le constatez, on n'a pas que des certitudes concernant notre héroïne. Per
comtesse de Die, nous dit sa Vida, devint amoureuse du seigneur Rimbaud d'Orange. Il a existé en effet un Rimbaud d'Orange, troubadour lui aussi. Seul problème, lui ne fait aucune allusion à une comtesse de Die qu'il aurait aimée. En revanche, dans ses poésies, il fait référence à 2 autres dames, Marie de Verfeuille et la comtesse d'Urgell. Certains en déduisent que s'il n'a pas parlé aussi de la comtesse de Die, c'est qu'il était inconstant et volage. Quant à notre comtesse, qu'elle soit mariée et amoureuse d'un autre dérange un peu les moralistes. Mais tout s'arrange si l'on admet qu'elle ne s'est mariée qu'à la mort de Rimbaud en 1173. Pel trencan rangs e pel terres cal flus Neus gel secund lapis que cotze destrene trenco Dun bei morskils cris brais giscles En feien ramen giscles Mas miten berte jausen joy E cambe se los dulens croy. En dehors de sa courte Vida, dans un manuscrit du XIIIe siècle, on trouve de nombreux détails sur la comtesse de Die dans un opuscule écrit par un certain Francesco da Barberino, à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe. Donc, largement un siècle ou un siècle et demi après l'époque supposée de la vie de la comtesse. Il révèle qu'elle a écrit des traités, et il cite un certain nombre d'anecdotes qu'il a apprises peut-être de la tradition orale ou alors dans des ouvrages écrits par elle. Et on sait en effet que d'autres œuvres d'elle ont disparu. Un érudit du XVIIe siècle cite certains vers de la comtesse trouvés dans un chansonnier et qui n'apparaissent pas dans les 5 poésies qui nous restent d'elle. Dans les anecdotes citées par Francesco da Barberino, la comtesse de Die apparaît comme une redoutable débatteuse, qui s'est disputée avec des arguments imparables. Pas étonnant si l'on considère qu'elle faisait partie d'une cour d'amour, qui se tenait à Signes et Pierrefeu, en Provence, vers 1156. Ce qui pourrait coller à une naissance de notre héroïne vers 1140. Ces cours d'amour, sur le modèle d'un tribunal judiciaire, débattent de points qui concernent uniquement l'amour, dans le respect des codes de l'amour courtois, la fine amor en occitan. Cette tradition de débat se retrouve aussi dans une forme de poésie cultivée par la comtesse, le tenso, dans lequel 2 personnages prennent la parole pour argumenter tour à tour sur un sujet amoureux. Tan forten suidas Per te giro Gesù sino taranda Voles aminos vainos taranda Carsilus fai l'altri volte che blanda E lor distrix no cresciavan ni se sbanda Sus dits, dan poi che sia
on sait qu'il y avait au Moyen-Âge des musiciennes professionnelles, jongleresses ou ménestrelles, 2 LES. Elles diffusent un répertoire populaire de chansons d'aube, de toile, de mal mariés, etc. La comtesse de Die ne fait pas partie de cette catégorie. En tant que dame de noble naissance, elle pratique une poésie élaborée au même titre que ses collègues troubadours. Il semble que dans la Provence des XIIe et XIIIe siècles, les femmes jouissaient de davantage de liberté que les siècles précédents et les Trobairitz ont été nombreuses. Elles étaient le plus souvent riches et instruites. On trouve mention d'une vingtaine d'entre elles et environ 32 poésies leur sont attribuées. Mais notre comtesse de Die est la seule dont on ait une chanson avec à la fois le texte et la musique. Achantar Mer, l'unique chanson de la comtesse de Die, dont nous soit parvenu à la fois le texte et la musique, Montserrat Figueras au chant, avec l'ensemble Espérion 21, dirigé par Jordi Saval. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Jean-Louis Deloncle pour le mixage, Max Dozolm et Valentin Carpentier pour les recherches et le site.